Alors bonsoir à tous. Déjà merci à Cécilia et Fabien d'être venus vers moi pour avoir l'opportunité de vous présenter un peu ce qu'on fait chez Conto. Et surtout, en fait, mon objectif ce soir, c'est, comme le disait Cécilia, je vais vous parler effectivement de la relation qu'on a de l'équipe Growth et l'équipe Produit, mais surtout en fait vous montrer comment en fait chez Conto on a réussi un peu à construire une équipe growth marketing qui est devenue un peu autonome. Donc on a une relation avec l'équipe produit qui est beaucoup plus légère, on va dire, qu'on peut rencontrer dans d'autres startups. Et ça, voilà, tout ça grâce au growth engineering. Donc quelques mots avant de vraiment attaquer le sujet sur Conto. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc Contour, c'est une néobanque destinée aux indépendants et aux entreprises. Donc, on facilite la vie, voilà, le quotidien des entrepreneurs sur tous leurs services bancaires. Et donc, en quelques chiffres, pour vous donner une idée de notre croissance aujourd'hui, en moins de 2 ans, aujourd'hui, Conto a pu passer de 20 personnes à 130. On a levé donc sur 2 ans 32 millions donc auprès de Valar, Alven et la Banque européenne. Aujourd'hui, on compte 40 000 clients, donc c'est vraiment les 40 000 clients qui ont pu valider vraiment leur compte chez nous et qui sont bien chez nous en tout cas. Et comme vous pouvez voir, ces 40 000 clients, ils sont plutôt satisfaits de notre service. Et voilà pour la petite intro sur Conto. Alors, pour attaquer dans le vif du sujet, donc comment aujourd'hui s'inscrit l'équipe Growth et l'équipe Growth Engineering chez Conto. Donc, typiquement, voilà, en fait, pour faire suffisamment simple, donc le Growth Engineering est totalement, en fait, intégré à l'équipe Growth. Donc, l'équipe Growth, on va dire qu'elle est au même niveau que l'équipe Produit ou l'équipe Tech ou l'équipe Support chez Conto, qui sont vraiment 3 points clés. Enfin, l'équipe Produit, l'équipe Support Client et l'équipe Growth sont vraiment les trois clés de la croissance, de notre croissance actuellement. Et l'équipe Growth, en fait, elle se compose de plusieurs, on va dire, sous-équipes. On peut retrouver voilà, l'acquisition, la monétisation. Donc l'acquisition, c'est vraiment le paid acquisition, le SEO, voilà, l'affiliation, le referral, etc. Sur l'équipe monétisation, aujourd'hui, ils ont vraiment un objectif qui est de ces 40 000 clients chez Conto, comment en gros optimiser en fait le revenu de chacun de ces clients. L'écosystème Ecom, c'est la touche, on va dire, un peu plus marketing que growth. Donc growth, c'est vraiment ce que nous, on appelle chez nous, en gros, le marketing digital. C'est vraiment le fait de pouvoir aujourd'hui avoir de la donnée et savoir ce que fait un client et pouvoir mettre des actions qui sont vraiment pertinentes en fait, par rapport à ce client. Et l'écosystème Ecom, voilà, c'est plus, on va dire, dans du marketing classique ou organisation des events, de la relation presse, des partenariats clés, par exemple avec les comptables qui nous permettent justement d'avoir d'autres clients chez nous. Donc le Growth Engineering, donc qui voilà comme je disais, qui est complètement intégré à l'équipe Growth. Donc pour chapeauter tout ça, donc on a notre VP Growth, donc qui chapeaute toute l'équipe marketing et growth. Et donc l'équipe Growth Engineering, aujourd'hui on est 3, dont moi qui manage cette équipe-là. Et je vais un peu revenir dessus dans les prochaines slides, mais pour faire un peu un teasing, l'équipe Growth Engineering aujourd'hui, comparée aux autres équipes, on a vraiment un rôle qui est transverse en fait, c'est-à-dire qu'on va être un peu, c'est du development as a service, donc on va vraiment aider les autres équipes, en fait, les sous-équipes de l'équipe Growth à accélérer en fait sur les actions, à automatiser par exemple des process qu'ils ont mis en place pour toujours en fait garder un rythme soutenu de croissance. Voilà. Et l'équipe product marketing, enfin je dis l'équipe, mais aujourd'hui il y a une product marketeuse, si je peux dire ça comme ça, mais qui est aussi intéressant à voir parce qu'aujourd'hui c'est un rôle aussi qui est entre le produit et le marketing, donc typiquement dans le nom on le voit, et aujourd'hui elle a un rôle qui est vraiment de comment en fait amener, comment marketer en fait ce qu'on a au sein du produit, donc c'est vraiment des features, donc avoir un état d'esprit un peu plus drivé par le business et le marketing.
Et donc c'est un aspect qui est totalement, je sais pas, pour le prochain meet-up peut-être, à découvrir, et c'est super intéressant. Et donc l'international, donc qui vient s'inscrire dans notre équipe cette année, car notre objectif 2019, donc c'est vraiment s'implanter en fait dans 3 nouveaux pays en plus de la France, donc l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne. Donc on a une équipe qui se construit petit à petit avec des country managers, des copywriters et des marketing et communication managers. Alors, pour vous expliquer un peu ce que c'est le growth engineering, parce que vu que c'est un peu un mot barbare, un peu comme le growth hacking, qui on peut tout dire, ça veut tout dire et rien dire peut-être en même temps, mais pour remonter un peu à la base d'une équipe growth, je pense que ça peut parler un peu à tout le monde, en tout cas qui se retrouve dans cette situation-là, c'est qu'on part toujours en fait d'une opportunité de croissance. En fait, on se pose toujours cette question de dire, ok, aujourd'hui en fait, pour Conto, c'est quoi une opportunité de croissance ? Et à partir de là, en fait, quand on a pu cibler les opportunités de croissance, donc c'est une opportunité de croissance, c'est quoi? C'est de se dire, ben tiens, si on fait ça, on a voilà, plus de probabilités de gagner plus de clients, de convertir plus de personnes, etc., etc. Donc il y a vraiment, en fait, on est vraiment drivé par le business et des KPI qui sont vraiment liés au business. Et typiquement, donc pour lancer des opportunités de croissance, donc pour les lancer, les exécuter, les mesurer, bah, typiquement, on a besoin de 2 choses qu'on a identifiées nous chez Conto, c'est de l'ops et de l'engineering. Donc j'ai pris vraiment des exemples, voilà, enfin ça c'est vraiment des axes, on va dire, sur lesquels nous on peut repérer des opportunités de croissance, donc le fameux funnel R. Et vous voyez en fait que dans chaque funnel, donc j'ai fait exprès de prendre des sujets assez techniques, mais on a du SEO, de l'automation, du CRM, du NPS, enfin voilà, on a beaucoup de choses techniques. Et ça typiquement en fait, au départ quand on commence, enfin une boîte ou quand on était chez Conto, quand moi je suis arrivé il y a 1 an et demi, c'était beaucoup de l'ops, donc c'était de l'implémentation d'outils, de l'intégration de Zapier avec une spreadsheet ou autre pour automatiser les choses. Et en fait, le truc qu'il faut voir pour se projeter, c'est que plus on scale, et plus en fait on a besoin d'engineering. Et l'engineering en fait, c'est aller un peu plus en profondeur, donc à un peu plus bas niveau, où en gros on va avoir besoin de coder des choses, parce qu'en gros les outils qu'on utilise sont plus suffisamment puissants, on veut aller plus vite, on veut faire plus de choses, scaler, enfin voilà. Et donc typiquement en fait la balance, elle change de côté en fait, donc on a un peu moins d'ops et de plus en plus d'engineering. D'où le fait que voilà, aujourd'hui chez Conto, on a vraiment décidé de construire cette équipe et de lui donner en tout cas de la légitimité pour collaborer avec le produit notamment. Donc, pour vous donner un peu une vision aussi un peu plus concrète sur c'est quoi la différence avec du product engineering et le growth engineering, c'est typiquement en fait, donc c'est 2 teams différents. Donc aujourd'hui chez nous, chez Conto, on a une équipe produit, une équipe tech, et en fait déjà de base, nos priorités en fait sont différentes. On a des roadmaps différentes, on a donc 2 focus qui sont différents. Donc aujourd'hui, moi, en tant que dev, par exemple, dans l'équipe marketing, je suis vachement drivé par le business. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les métriques que je suis en fait au quotidien, c'est vraiment lié au coût d'acquisition, à la conversion, à combien de revenus ça nous a ramené de faire ça, etc. Alors que typiquement, dans une équipe produit, on sera davantage plus focus sur les features. Donc il y aura un aspect qui sera beaucoup plus expérience utilisateur. Donc voilà, donc c'est... Je ne dis pas que nous, on ne fait pas attention à l'expérience utilisateur, enfin, on prend en compte ça parce que c'est quand même très lié au business aussi, mais je veux dire qu'une équipe tech et produit, en fait, sera en tout cas plus éloignée du business que le growth engineer. Typiquement, après, une différence, c'est aussi ce côté transverse dont je vous disais, c'est-à-dire que quand on a une équipe tech, comme une équipe front ou back, en fait, toute l'équipe en fait, est vraiment dédiée à un produit, en fait. C'est-à-dire qu'ils travaillent tous, on va dire, pour le même produit. Il n'y a qu'un seul produit au final, et que ce soit du côté front ou du côté back, finalement ça reste le même produit, alors que le growth engineer, et c'est pour ça que ça arrive sur le 3e cran, où en gros il sera plus amené à travailler sur des projets et pas vraiment des produits. C'est-à-dire que le fait de travailler avec l'équipe acquisition, l'équipe monétisation ou l'équipe même écosystème, en fait on se retrouve, nous aujourd'hui dans notre équipe, typiquement on a 3 voire 4 roadmaps différentes parce que voilà, on a une roadmap sur l'équipe acquisition, on a une roadmap sur l'équipe monétisation, et etc., etc. Donc en fait on a plusieurs projets en parallèle, et ça c'est typiquement différent d'une équipe de project engineering. Et dernière différence à mes yeux qui est assez importante, c'est
enfin les personnes en gros qui côtoient les growth engineers ou les product engineers. En gros, typiquement aujourd'hui, un growth engineer, il sera beaucoup plus amené à échanger, à travailler avec des digital marketers, des acquisition managers ou copywriters ou content managers. Et typiquement, en fait, c'est pas comme un tech qui aura un product manager à côté de lui. En fait, typiquement, ce qui change déjà, c'est au niveau de la connaissance. Enfin, un copywriter, en gros, il n'aura pas les mêmes connaissances tech qu'un PM. Donc, le discours, la relation, en fait, elle est clairement différente et on peut pas, en fait, faut éduquer, en fait. Enfin, il y a beaucoup d'éducation, finalement, quand on est growth engineer sur des aspects techniques. Une API, c'est quoi? Faire comprendre, OK, avec un webhook, voilà ce qu'on peut faire, etc., etc. Alors que typiquement, dans une équipe produit, à mon sens, c'est des choses qui sont un peu acquises. Et voilà. Et du coup, c'est un point de différence qui, pour moi, méritait d'être noté. Alors, j'ai également vous parler de comment en fait le growth engineering a évolué chez Conto. Typiquement, moi, quand je suis arrivé il y a 1 an et demi, j'avais jamais fait ça. Avant, j'étais développeur et j'en ai fait pendant 5 ans en tant que dev full stack dans une startup et ensuite dans une boîte de conseil. Et quand je suis arrivé chez Conto, donc le premier job qu'on m'a proposé, c'était d'être growth hacker. Voilà, parce que effectivement, c'était le truc un peu dans l'air du temps et ça plaisait à tout le monde de dire qu'on fait du growth hacking. Donc typiquement, on ne savait pas vraiment ce que j'allais faire finalement, mais j'étais un peu couteau suisse et que du coup on m'a mis sur ce poste-là. Et donc pendant 1 an en fait, j'ai vu un peu ce qui s'est passé avec du recul, typiquement mes objectifs. Donc voilà, je vous parle bien d'une étape qui est super importante, qui est de dire qu'on était early stage en fait. Donc on était vraiment on était 50 à ce moment-là, et l'équipe growth, on n'était que 5. Donc aujourd'hui, comme vous avez vu, on est 16. Donc en gros, l'objectif avant, c'était vraiment juste de dire comment on peut tester des nouvelles propositions de valeur et surtout comment mettre en place une stack analytics, car si on veut être une équipe marketing qui soit drivé qui soit data driven justement, du coup, voilà, la première chose à faire finalement, c'est de pouvoir récolter de la donnée. Et donc ça, c'était clairement les 2 objectifs que j'avais quand je suis arrivé chez Conto. Donc voilà, on était 5 au total, dont moi. Et les avantages de ça, en fait, c'est de pouvoir, tout de suite, shipper, en gros, exécuter très rapidement. C'est-à-dire que moi, je travaillais beaucoup avec le digital marketer. Et à partir de là, toutes les semaines, en fait, on pouvait tester des choses et toutes les semaines, on pouvait voir qu'est-ce qui fonctionnait ou pas et commencer à construire des choses qui sont plus robustes. Et à partir, 1 an après, on a commencé à voir que, déjà, j'étais sous l'eau. Et parce que finalement, tout ce qu'on a mis en place, du coup, ça se cumule et il faut les maintenir, etc., etc. Du coup, on a décidé de vraiment donner de la légitimité à ce côté growth engineering. D'ailleurs, on a revu le nom, on s'est dit growth hacker, typiquement, Jacques, rien du tout. Voilà. Et typiquement, le growth engineering s'inscrivait plus dans ce que je faisais, c'est-à-dire vraiment de la réflexion problem solving ou comment à partir de solutions techniques en fait je peux améliorer des process ou amener une plus grande une croissance un peu plus soutenue. Et du coup là on a commencé à construire une équipe. Donc avec des objectifs qui étaient d'assurer le rythme d'exécution et de commencer à optimiser des choses. Donc là on s'est retrouvés, on était 10, dont 3 tech. Je dis 3 tech, donc c'est 3 growth engineers. Et donc les avantages, l'avantage en tout cas, j'ai mis des avantages, mais il y en a qu'un seul. Mais en gros, c'est de rendre le growth engineering vraiment, en fait, donner du poids en fait. Dès qu'on passe de tout seul dans une équipe à construire une équipe, et même juste 3, déjà ça change en fait la donne sur la culture de la boîte. C'est-à-dire que tout de suite, en fait, le growth engineering, il a pris un ampleur un peu plus important que juste mon job, moi, dans mon coin, en fait. Donc ça, c'est cool. Et donc, ce qu'on a repéré, j'ai mis 2 mois, mais il y a peut-être 1 mois et demi de ça, c'est qu'aujourd'hui, on est un peu dans une phase où, avant, j'étais le couteau suisse, donc il fallait que je sois sur tous les fronts. Et en fait, là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on est en train de construire un peu des mini-squads. Donc, typiquement, le growth engineer spécialiste, c'est le tech qui ne sera pas juste tech de toute l'équipe growth, mais qui sera le tech de l'équipe SEO, le tech de l'équipe internationale, le tech de l'équipe... voilà. Et du coup, ça s'est fait naturellement déjà, donc avec les 2 personnes qui sont arrivées. Donc aujourd'hui, on a un growth engineer qui est beaucoup plus dédié au SEO et à l'international, et l'autre growth engineer qui est plus dédié à la monétisation. Donc voilà. Et donc un des avantages, c'est vraiment le fait de toujours pouvoir paralléliser en fin de compte l'exécution de nos tâches et de garder finalement le même rythme d'exécution. Alors, je vais rentrer encore un peu plus dans les détails.
pour faire rapidement, en fait, donc, mais vous l'avez peut-être compris, mais en gros, le rôle d'un growth engineer chez Conto, en tout cas, c'est vraiment tout simplement, c'est d'être le développeur dans l'équipe marketing. C'est ça, en fait, qui donne la légitimité, finalement, de se bypasser un peu du produit, de pouvoir faire des choses de façon autonome. D'être garant de la plateforme centrale de la donnée cliente. Donc, ce que je veux dire par là, en fait, c'est que nous, vu la stack analytique qu'on a mis en place, notre objectif, finalement, c'est toujours avoir de la donnée cliente. Et à partir de là, en fait, on devient un peu garant, enfin, pas qu'un peu, mais on devient garant, en fait, du fait de centraliser la donnée client. Donc, en gros, nous, notre objectif à chaque fois, c'est d'avoir la donnée la plus précise sur un client pour que nos actions marketing soient hyper quali, hyper précises, hyper impactantes. Donc, c'est hyper important, en fait, de pouvoir mettre ça en place et d'être garant de ça. Et expert dans les outils marketing, donc dans le sens où ce qui diffère aussi de mon métier de développeur à la base, c'est que quand on est développeur, on a une stack d'outils qui est assez limitée, on va dire, entre son éditeur de code, GitHub ou je ne sais quel autre outil. En fait, dès qu'on arrive dans une équipe marketing, on se rend compte qu'on a un panel d'outils marketing énorme et finalement le tech de la bande, c'est lui qui est en fait un peu référent à chaque fois dès que quelqu'un ne comprend pas l'outil. Voilà. Et donc, c'est hyper important en fait de garder en vue d'être un peu dans son équipe pionnier des outils qu'on va utiliser. Donc avoir cette maîtrise-là. Et sur les responsabilités, donc aujourd'hui en fait, quand une personne arrive dans l'équipe Growth Engineering, je lui partage ses responsabilités pour qu'il comprenne justement dans quel sens on va. Et typiquement en fait, la donnée est hyper importante. Donc la responsabilité, c'est de se dire que c'est à nous de collecter la donnée et c'est à nous de savoir comment on la distribue dans les outils. C'est à nous de savoir comment on protège la donnée. Donc, ok, on est une startup, un Conto, voilà, mais parfois on peut être amené à oublier, c'est que on est tout de même une néobanque. Donc la donnée des clients qu'on gère, elle est quand même très sensible, donc on peut pas se permettre de partager n'importe quel type de données avec n'importe quel outil marketing. Donc typiquement, c'est des choses qu'on doit toujours avoir en vue, en fait, quelle sécurité on se met par rapport à tel outil qu'on va utiliser. Et la qualité des expérimentations, donc c'est à chaque fois qu'on lance une expérimentation, c'est à nous aussi de mettre en place un process, que ce soit technique ou pas forcément technique, mais pour assurer cette qualité-là. Et après, tout ce qui est production et qualité de code, vu qu'on est des développeurs, faut quand même faire le taf de pas juste faire des hacks justement, mais plus construire des choses qui peuvent se maintenir dans le temps et avoir cette qualité-là, cette rigueur en tout cas sur ça. Pour donner un peu plus de concret, je vais vous partager peut-être trois exemples de missions qu'on a pu avoir en tant que Growth Engineer et qui a pu justement dans cette optique de dire on se bypass du produit et on avance et on peut être autonome. Typiquement, aujourd'hui, on a automatisé des actions d'activation. Donc des actions d'activation, c'est quoi? C'est par exemple là, pour vous donner un exemple, c'est le fait qu'une personne a validé son compte chez nous, mais qu'elle n'a toujours pas mis d'argent. Donc ça, pour nous, c'est pas cool. Et voilà. Et du coup, nous, ça, c'est potentiellement, quand je parlais d'opportunité de croissance, donc ça, c'est une opportunité de croissance où on peut derrière cibler cette personne-là pour faire de l'email automation. Donc pourquoi on a choisi l'email automation? Parce qu'en fait, typiquement, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile pour nous de mettre ça en place côté marketing, techniquement le faire par les autres personnes du market, que aller dans l'outil, travailler avec l'équipe back-end où ils sont aujourd'hui 60, prioriser ça dans leur roadmap, voilà. Donc c'est là en fait tout le point de cette autonomie en fait, c'est de pouvoir dire on a d'autres façons, d'autres alternatives en fait de faire des choses qui nous donnent, qui nous amènent en fait à des conversions plus intéressantes sur nos KPI, sans forcément en fait être à être freiné par une roadmap produit. En gros, on peut avancer en parallèle. Et typiquement, aujourd'hui, pour vous donner une ordre d'idée, on a à peu près entre 50 et 60 campagnes automatisées juste sur donc 50 ou 60 segments clients qui nous permettent donc de targeter sur de l'activation ou du revenu nos clients en base. Un autre exemple, typiquement, c'est le scale qu'on a eu sur le SEO. En fait, c'est assez classique, on voit ça, on peut le voir, je pense, dans aujourd'hui des startups comme peut-être Alan ou autres. Mais
quand moi je suis arrivé, bah, voilà, on avait mis un point d'honneur sur le fait que le design c'est hyper important. Donc on a une équipe design chez Conto et on a recruté justement un designer pour être au service du market. Et bah, moi quand je suis arrivé, voilà, on m'a dit bah, écoute, va falloir développer des landing pages. Donc typiquement ça prend une landing page toutes les 2 semaines. Donc il faut faire les specs, le contenu, le design, le dev, ensuite regarder si tout est OK et mettre en prod. Donc bah, le temps que ça prend est hyper long et du coup le travail qu'on a fait finalement sur 1 an, c'est de scaler ça avec par exemple typiquement un CMS, voilà, enfin Spina, on s'en fiche un peu du nom, mais qui était très léger. Moi je suis tech et la techno qu'on utilise c'est du Ruby, donc je connais Ruby et du coup c'est lié à ce que je savais et ça nous a permis justement de rapidement le mettre en place et pouvoir justement permettre aux digital marketeurs de sortir 2 landing pages par semaine. Donc ça, toujours dans un objectif SEO. Et aujourd'hui, ce qu'on a fait, parce qu'on savait qu'il y avait l'international qui allait arriver, on savait que ce côté lancer des landing pages, créer des contenus pour du SEO, ça va être hyper important pour nous. Donc on a mis en place un CMS qu'on appelle Headless, donc, qui nous facilite énormément la vie et qui nous permet donc typiquement aujourd'hui, n'importe qui dans l'équipe market peut lancer une landing page. Donc je mets un jour, mais c'est dans la journée, en fait, n'importe qui peut lancer une landing page dans l'équipe market. Tout ça en gardant en fin de compte un design hyper proche du Note, enfin c'est même pas hyper proche, c'est Note Design et il a une faculté de construire des landing pages comme il veut à la volée et voilà. Et ça derrière les ressources en fait on les a multipliées parce que en gros le SEO manager comme les copywriters comme l'acquisition manager peut lancer cette landing page. Une troisième mission qui est toujours en cours, c'est le fait, voilà, je parlais de données tout à l'heure, donc je vais revenir dessus. C'est en fait, bon là j'ai mis un schéma très simplifié, mais en gros c'est le fait de pouvoir récolter, assurer la qualité et la distribution de la donnée. Donc typiquement par exemple aujourd'hui moi quand je suis arrivé chez Conto, mon travail c'était vraiment plus cette partie-là, donc c'était de dire déjà ok, repérer quelles sont nos sources de données en fait sur lesquelles on peut avoir de la data intéressante pour Conto. Ensuite du coup traquer le comportement utilisateur, donc je ne sais pas si vous connaissez l'outil Segment, mais nous du coup ça nous permet justement de d'avoir du tracking quoi, sur ce que fait un utilisateur. Et par ailleurs, on utilise un autre outil qui s'appelle Hull, qui est hyper puissant aujourd'hui pour nous et qui nous aide énormément. Parce qu'en gros, typiquement, c'est ce que j'appelle la Customer Data Platform. En gros, elle nous permet donc de centraliser, de nettoyer et de distribuer la donnée comme on veut en fait. Mais quand je dis vraiment comme on veut, c'est vraiment dans n'importe quel outil. Comme soit, enfin là j'ai pris 2 exemples qui sont un peu prédominants chez nous, mais Salesforce ou Customer.io ou même Spreadsheet ou enfin voilà. Et typiquement c'est un peu notre hub de données qui nous permet justement ensuite de déployer diverses actions marketing. Alors, c'est peut-être plus le sujet qui est demandé, mais la relation aujourd'hui, donc je vais plus parler donc voilà des relations qu'on a pu avoir, donc déjà Growth Engineering et Growth, et aussi Growth Engineering, Product et Tech. Donc Growth Engineering et Growth, c'est ce que je disais un peu au début, c'est le fait que voilà, nous on est totalement intégré dans une équipe Growth, donc c'est typiquement ma manager c'est la VP Growth, et à partir de là, nous on est vraiment drivé par ces objectifs, c'est elle qui détermine nos objectifs en fonction de l'équipe. Et en fait, tout ça pour dire qu'on n'est pas détaché. En fait, c'est pas une équipe qui est détachée et qui du coup doit prioriser différemment les choses. Non, on est vraiment intégré dans l'équipe. On travaille avec eux et c'est super important de voir ça vraiment comme une team à part entière. Et à côté de ça, donc, ce qui est hyper important, c'est de voir ça aussi comme un rôle transversal. C'est-à-dire que nous, on est amené, donc typiquement, à travailler avec l'acquisition, la monétisation, l'écosystème, le product marketing et l'international en fait. Donc ce qui est challengeant et quand même difficile à faire au quotidien, c'est de pouvoir en fait manager et gérer en fait tous ce que je disais, ces projets en fait, parce que finalement on a envie de garder un rythme d'exécution qui est aussi fluide sur l'acquisition, sur la monétisation, sur l'international, et tous ces projets-là, ils ont un peu leur priorité aussi. Et nous, en fait, on dépend un petit peu des priorités des autres. Donc, c'est à nous, en fait, de pouvoir gérer les choses pour que ça se passe bien. Et typiquement, la relation qu'on a avec l'équipe Product et Tech, là, comme vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui est différent. C'est que donc on est 16 d'un côté. Donc là, c'était le graphique, le schéma que je vous montrais juste avant. Et à côté, ils sont 60. Et
quand on a 60 personnes qui travaillent à côté, ben, ils ont clairement des priorités qui sont différentes. Ils ont des roadmaps qui sont différentes. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de splits d'équipes. Donc on a des front-end, des back-end, deux équipes mobiles, iOS, Android. On a des développeurs qui sont vraiment dédiés au core banking system aujourd'hui. On a une équipe de product managers, on a des DevOps, on a des data engineers et des designers. Et voilà, et chacun, en fait, eux déjà, ils sont déjà amenés à des difficultés, j'imagine, à travailler entre eux. Enfin voilà, ils ont une certaine relation entre eux. Et nous, en fait, on doit comment on peut travailler facilement avec eux. Bah, typiquement, aujourd'hui, le growth engineering, ce qui facilite l'échange, c'est que ça fait en fait le pont entre l'équipe growth et produit. C'est-à-dire que moi, typiquement, quand je suis arrivé, j'ai eu l'occasion de discuter directement avec le VP Engineering de la boîte. J'ai eu l'occasion de lui dire, voilà mes compétences, voilà ce que je vaux. Et en fait, ça apporte suffisamment de légitimité en fait pour amener de la confiance en fait de l'équipe produit. En fait, typiquement, ils peuvent clairement pas nous dire que ah oui non mais cette modification là, franchement ça va prendre 3 semaines, je suis désolé. Enfin je prends un exemple comme ça. En fait ça amène une relation de confiance où entre marketing et tech, on n'est plus amené à se dire non mais j'ai pas priorisé ton truc parce que voilà, de toute façon tu comprends pas ce que je fais. Enfin bref, mais voilà en fait c'est bête, mais juste cette case là en fait ça nous aide énormément à travailler facilement ensemble en fait. C'est-à-dire que moi je peux me poser avec l'équipe front, on peut facilement discuter des prochaines évolutions, on peut facilement comprendre comment on peut s'entraider. Et c'est pareil pour voilà, avec les PM justement, genre pour prendre un peu une anecdote, il me reste 5 minutes. Mais en gros, le referral, on a mis en place un referral quand je suis arrivé. Et la relation en fait qu'on a eue, c'est voilà, nous on savait qu'on ne pouvait pas prioriser ça dans la roadmap parce que clairement, juste arriver avec l'équipe produit et dire oh, on a envie de faire du referral, vous pouvez le faire. Et on dit non, juste avec ton instinct, ça ne me suffit pas. Donc nous, on avait besoin de métriques. Donc ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a mis en place un MVP hyper rapidement en 1 semaine, juste pour avoir en fait les premières métriques qui nous permettent de dire, regarde, en fait, le referral, ça marche de ouf. Et à partir de là, quand on a eu ces métriques-là, notre astuce, en fait, c'était de le montrer déjà au CEO. Et quand le CEO, il a vu que c'était hyper important, en fait, c'est lui qui est parti voir l'équipe un peu produit et leur dire, bon les gars, on priorise maintenant le referral dans le produit. Et voilà. Et typiquement, en fait, ça aide les choses en fait, parce que si on peut pas le faire, si vous pouvez pas craquer ce truc là, vous allez toujours à être en conflit on va dire avec l'équipe produit pour essayer de leur dire allez s'il te plaît, voilà, et typiquement ça nous aide énormément. Donc ce que mes 2 derniers slides, c'est pourquoi et comment recruter un growth engineer dans votre équipe. Je pense que donc pour résumer un peu ce que j'ai dit, les 3 raisons principales pour d'avoir un growth engineering, c'est typiquement de rendre votre équipe growth indépendante. Ça c'est le premier point, je pense. Nous, ça nous a, on l'a vu directement en fait, le fait d'être dans l'équipe growth, ça nous a permis de plus solliciter finalement l'équipe produit. Faciliter les relations, donc en fait dès qu'on a quelqu'un de tech, en fait qui a ce côté de dire, en fait c'est, je vais le dire à la prochaine slide, mais c'est vraiment une personne tech en fait. J'ai peut-être blessé certaines personnes, mais en fait c'est pas juste une personne qui a fait 3 mois chez Le Wagon, mais c'est vraiment en fait une personne tech qui en gros, mais c'est hyper important en fait, c'est une personne tech en gros qui apporte la légitimité. Non mais parce qu'en fait, le monde est un peu cruel, mais les équipes front ou back-end en fait derrière, ils sont vraiment recrutés sur des profils qui sont vraiment confirmés ou seniors, et en fait il faut vraiment être de front face à ces personnes-là pour voilà, pouvoir tenir une conversation, pour pouvoir montrer en fait que les choses se passent bien, et voilà, et c'est hyper important en fait, ça facilite énormément la relation. Et de 3e point, donc tout simplement pour revenir sur un point de vue marketing, avoir sur la durée une croissance soutenue, c'est-à-dire vraiment monter des choses qui sont durables dans le temps, et ça c'est super important. Et donc voilà, comment recruter un growth engineer. Donc en gros, je pense que le côté growth hacking, c'est un peu le schéma qui est à chaque fois exposé, c'est qu'un growth engineer, il a un peu ce triple mindset, quoi, c'est-à-dire qu'il fait attention au business, il est tech à la base, et il est très lié à la data. C'est-à-dire que, moi typiquement, je peux pas en fait lancer une action quand je collabore avec l'équipe monétisation ou acquisition, je peux pas faire une action où derrière, en fait, je sais pas comment je vais la mesurer, en fait, parce que typiquement, on va faire quelque chose, je sais combien ça va me coûter en termes de temps, mais en termes de ROI, en fait, je sais pas. Voilà, je sais pas si demain en fait ton truc, ce que tu as fait, ça marche ou pas. Et donc ça c'est hyper important d'avoir cet état d'esprit là pour le faire en amont en fait. Et donc
Le recruter donc le plus tôt possible. Donc pourquoi le plus tôt possible? Parce que en gros ça change la philosophie de la boîte en fait. Donc typiquement chez Conto, le fait de l'avoir mis en place aujourd'hui, le growth engineering, c'est quelque chose on sait que ça nous aide dans beaucoup de choses, et ça a apporté, comme je disais, je reviens sur ce mot, mais la légitimité en fait de continuer d'avancer dans ce sens-là. Avoir le business mindset, donc toujours important de garder en esprit que ok, en fait je vais développer, je vais coder, mais en fait je vais être toujours amené en fait à prendre des décisions qui sont beaucoup plus drivées par le business. Et ça implique quoi en fait? Là c'est une frustration de développeur qui est en moi qui dit ça, mais en gros c'est de dire quand le CEO dit non, mais en fait ok, il faut faire des tests, mais c'est pas bloquant pour lancer la page. Et non, mais ok, du coup on la lance quand même quoi. Donc c'est prendre en fait, en gros c'est faire ce genre de sacrifice, de se dire ok, j'ai potentiellement lancé des choses plus rapidement avec de la dette technique, mais c'est à moi aussi de challenger les choses et de revenir en arrière pour corriger ce que je fais. Et voilà. Et du coup c'est hyper difficile, mais c'est hyper important de garder ça en vue. Et c'est ce qui fait la différence, en tout cas avec une équipe produit. Je peux encore parler ou pas? Je dis juste les 3 lignes qui restent. Mais et le développeur first et le marketing second, c'est pour mettre l'accent sur ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, c'est hyper important de garder à l'esprit que c'est un développeur qu'il faut. Faut pas se mentir. En fait, c'est vraiment quelqu'un qui sait coder, en fait, qui arrive à comprendre justement ces challenges de ok, je vais avoir de la dette technique, ok, il va falloir faire du refacto, ou il y aura du code legacy, enfin bref, tous ces termes un peu, on va dire, dans le monde de la tech, qui est hyper important, et du coup faut pouvoir le ramener dans l'équipe marketing. Et donc pour finir rapidement, mais en gros les 2 autres points sont bien comprendre les besoins en amont. Donc pas recruter un gros hacker juste pour dire ouais, de toute façon tu vas faire du gros hacking et ça me va. Non, vraiment en fait identifier vos problèmes. En fait, ce que vous avez besoin au début, c'est quoi? C'est de récolter de la data, c'est scaler le SEO, vous posez vraiment les bonnes questions et ne pas oublier les soft skills, parce que comme je vous disais au départ, comme c'est un rôle hyper transverse, en fait 80% de votre temps c'est discuter avec des gens, c'est les expliquer ce que vous faites, c'est les éduquer sur la tech, voilà. Et mine de rien, c'est hyper important de garder ça en tête, que même si vous êtes développeur, faut pas rester dans son coin avec son casque. Il faut parler aux gens. Voilà. Merci. Des questions? Oui, effectivement. Est-ce qu'il y a des questions ou pas? Les questions, c'était où? Merci pour ton discours. J'ai quelques questions en fait, parce que tu avais nommé le terme squad. Ouais. Sachant que dans squad, c'est multidisciplinaire. Et j'aimerais savoir du coup quelles sont les personnalités dans ton squad ou dans tes squads. Alors, effectivement, j'ai employé le mot squad. Et après, c'est encore aujourd'hui très léger. Je veux dire qu'on n'est pas des squads comme, je sais pas, Spotify ou des boîtes qui sont beaucoup plus importantes. Mais typiquement, par exemple, sur l'équipe monétisation, on a le rôle d'une personne qui sera beaucoup plus, qui est revenu manager, donc qui aura beaucoup plus un rôle business, fonctionnel, un peu, on va dire, PM, à driver en fait En fait, c'est cette personne-là en fait qui va pouvoir dire quels sont les besoins en fin de compte sur la monétisation, en fait, donc prioriser ça. Et on a donc un growth engineer qui aide à mettre en place techniquement tout ce qu'il faut. Et on a par exemple un data analyst qui est dans cette équipe-là et qui permet justement de permettre ensuite de faire des analyses qui sont vraiment poussées pour savoir si les actions qui ont été menées en fait sont pertinentes ou pas. Donc voilà, un exemple typique. Mais après, en fait, les squads, ça peut changer. C'est-à-dire que l'international, par exemple, on a un growth engineer qui travaille avec un country manager et une copywriter. Donc là, c'est beaucoup plus sur un lancement de business dans un pays, une personne qui fait du contenu. Du coup, voilà, donc c'est différents rôles. Mais on n'a pas encore en fait le schéma classique qui est de dire PM, 2 dev front, 2 dev back et un mec du marketing, quoi. C'est pas encore un schéma classique. Ça change en fonction des sujets. D'accord. Et une autre question, parce que tu as aussi évoqué le roadmap, sachant que tu travailles en mode projet avec plusieurs équipes de différents objectifs. Donc du coup, comment tu organises ton roadmap?
Alors, c'est justement quelque chose qui est difficile aujourd'hui, mais concrètement, ce qu'on fait, c'est bon, on a en fait notre rituel de toutes les semaines. En fait, on se pose, en fait, on se rassemble un peu parce que justement, comme chacun commence à se spécialiser un peu sur le SEO, sur la monétisation, etc. On se pose quand même toujours un moment le lundi, par exemple, entre Growth Engineer pour voir en fait chacun comment on a avancé sur son sujet. Donc, en fait, typiquement déjà, chaque personne a un peu son Trello, quoi, donc c'est un peu la base pour voir un peu l'avancement. Mais aujourd'hui, en fait, ce qu'on a mis en place, typiquement, enfin, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est avoir une visibilité avec un produit, mais un peu plus high level sur voilà, des roadmaps SEO international ou autres, qui sont en fait reliés à ces Trello pour connaître justement l'avancée, en gros, de ces roadmaps-là. Mais voilà, enfin, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question ou je ne sais pas ce que tu voulais savoir exactement, mais en fait, on a notre rituel du lundi qui nous permet donc d'être au courant de ce qui se passe. Et après, on va dire, chacun est aussi responsable de sa roadmap. En fait, ma vraie question, c'est comment tu priorises un sujet plus qu'un autre, par exemple. Si dans tes 16 personnes dans l'équipe grosse, vous travaillez sur différents sujets ou... Vous êtes plusieurs sur le même sujet, sur la même problématique. En fait, l'équipe Growth Engineering, les priorités en fait, sont définies par les autres teams. C'est-à-dire que la monétisation, par exemple, elle va avoir ses propres priorités. Donc typiquement, c'est ce que je disais, c'est que le revenu manager, c'est lui, enfin, c'est cette personne-là en fait, qui va prioriser finalement ce qui a le plus d'impact sur le revenu, voilà. Et après, le Growth Engineer, en fait, il va arriver comme soutien de ces priorités-là, en fait. Donc, nous, en fait, nos priorités, en fait, on est drivé par les priorités des autres teams, en fait. Donc, moi, j'ai pas la légitimité de dire à l'équipe, je sais pas, acquisition, ah non, on va pas faire ça sur l'acquisition. Mais on pourra en discuter. Il y avait une autre question. Ouais, il y a les deux. Ouais, moi j'ai une question. Merci pour le talk. En fait, vu que l'équipe Growth, elle est complètement en dehors de l'équipe Product, comment ça se passe quand tu veux faire justement des changements? Parce que j'imagine que c'est quand même une base de code un peu commune. Et que tu fais partie de l'équipe Growth. Du coup, est-ce que ça veut dire que tu bypasses tous les process de l'équipe Product ou comment exactement est-ce que ça se passe quand tu veux déployer un changement? Alors, pour faire simple, en fait, aujourd'hui, dès mon arrivée, en gros, on a délimité les périmètres de mon action, c'est-à-dire de mes actions. Donc, typiquement, moi, j'ai la légitimité, par exemple, sur Conto.eu et sur notre onboarding de faire comme je veux, quoi, en guillemets. Donc, j'ai mon propre process. Après, je respecte le process des devs qui est de dire, bon, voilà, j'ai codé un truc, il faut faire une code review, il faut la mettre en prod. Donc, ça, il n'y a aucun souci. Mais typiquement, aujourd'hui, sur le produit en lui-même, l'équipe marketing n'a pas la légitimité aujourd'hui de travailler dessus pour plusieurs raisons, parce que typiquement je pense que déjà par rapport à notre produit qui est un service bancaire, donc tu vois, il y a le core banking system, il y a l'app, enfin en gros il y a beaucoup d'interférences en fait entre l'API, les fronts et le core banking system. Donc typiquement en fait nous on peut pas avoir la légitimité aujourd'hui de dire ah ok on veut changer ça, je le fais et voilà quoi. Donc si on a vraiment besoin, en fait si on a vraiment besoin de faire un changement dans le produit, nous notre rôle c'est vraiment de montrer que ce changement là il est important. Donc c'est faire comme je te disais avec le referral, c'est faire un MVP ou tester des choses comme on peut et montrer que les métriques elles suivent dans notre sens. Et à partir de là en fait la prioriser dans la roadmap produit pour que eux ils le fassent en fait. Voilà. Merci Amandine. D'autres questions? C'est juste pour rebondir, parce que c'est un nœud vraiment intéressant. Ouais. Justement parce que tu dis du coup, on fait un MVP, mais du coup, comment tu fais ce MVP si tu touches pas au produit? Justement, en fait, notre rôle, c'est vraiment comment dire ça? Tu vois, typiquement, je prends le referral parce que c'était vraiment peut-être le point le plus important. Et j'ai même un autre exemple, mais en gros le referral, tu vois, moi j'ai créé une landing page, on avait des vouchers qu'on distribuait pour l'acquisition, comme j'ai mis là, le 3 mois gratuit ou autre. Donc ça typiquement, moi par exemple, je pouvais en créer deux, un pour le parrainé, un pour le parrain. J'ai fait une landing page où quelqu'un pouvait mettre l'email de quelqu'un d'autre.
Et tu vois, on a partagé ça, on disait par exemple au support client, bah, partagez-le dès que vous avez une personne qui donne des bons commentaires ou autre. Et là, tu vois, on commençait à avoir des premières métriques et de dire, bah tiens, en moyenne, on a une personne qui recommande 3 et par semaine, on a, je sais pas, 10 à 15 personnes qui fait de la recommandation en fait. Et ça, tu vois, bah, ça déjà, c'est des premières bases sur lesquelles on peut, voilà. Et un autre exemple, c'est aujourd'hui, on est en train de prioriser par exemple le deep link, qui est hyper important pour, voilà, parce qu'on fait beaucoup de mails, comme tu as pu voir, et bon, bah, on sait que le taux d'ouverture par mobile est beaucoup plus important aujourd'hui. Enfin, commence à devenir plus important. Et ça, typiquement, nous, on peut montrer l'impact de ne pas le faire. C'est-à-dire que, tu vois, on a beaucoup de mails où on met des liens de produits, et le fait d'être bloqué, on peut dire, regardez, en fait, on a, je sais pas, X utilisateurs qui peut convertir en ce mail-là, et regardez l'impact que ça a, le fait qu'il ne peut pas aller dans le produit, il y a... voilà, un drop énorme en fait. Et là, typiquement, tu vois, le CEO il se dit ah ouais, c'est dommage en fait, juste parce qu'on n'a pas ça, on peut pas aller plus loin et convertir comme on veut. Enfin voilà, en fait, c'est vraiment jouer avec les métriques pour montrer que soit il y a un côté où ça fonctionne pas, ou soit c'est un côté où ça fonctionne, donc faut le faire. Et à partir de là, en fait, dès que vous avez les métriques, il y a plus sujet à débattre. Merci Julien. De rien.